Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cet événement au Musée McCord. C'est notre deuxième activité culturelle qui est présentée dans le cadre de l'exposition Dior. La conférence Fibre créative, le créateur et la matière est présentée aussi dans le cadre de la série La mode au musée, qui propose une série de rencontres consacrées à la mode ici. Je me présente, je m'appelle Leila Friat, je suis chargée de projet à l'action éducative, culturelle et citoyenne pour le Musée McCord. Et avant toute chose, je voudrais reconnaître que nous sommes ici sur un territoire autochtone non cédé par voie de traité et que la nation Ganengueniaga possède un attachement historique à ce territoire qu'elle nomme Tiohtià:ke. Ce territoire demeure un lieu de rassemblement pour de nombreuses nations autochtones, comme pour leurs ancêtres. Nous leur rendons hommage, ainsi qu'aux membres d'autres communautés qui pourraient être présents avec nous aujourd'hui. Nous sommes heureux de pouvoir vous retrouver pour cet événement virtuel, malgré la fermeture prolongée du musée. Votre présence est particulièrement importante pour nous. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Leduc, qui est journaliste pour le magazine Dress to Kill, enseignant à l'École supérieure de mode de l'UQAM, et il animera une rencontre avec deux designers, Elmer Joseph et Elisa Seroso. Donc, avant de prendre la parole, avant de donner la parole à nos invités, je vais vous informer que l'activité dure 45 minutes. Elle sera animée en français et elle sera suivie d'une période de questions de 15 minutes qui pourra être adressée dans les deux langues via les plateformes Zoom ou via la page Facebook du musée. So this activity will last 45 minutes. The conference will be in French, but you could ask questions during the 15 minutes Q&A towards our Zoom platform or on the Facebook page of the museum. Merci beaucoup à tous. Désolé. Je disais que c'est un plaisir d'être au Musée McCord et en plus de voir ces fameuses robes dans le cadre de l'exposition Christian Dior qui ont été réalisées par Elmer, qui étaient inspirées, qui ont été en fait fabriquées à partir de croquis qui ont réellement été faits par la maison Dior dans les années 50. Et ça, c'est un projet formidable, une très belle idée de Cynthia Cooper qui a demandé à Elmer de les réaliser. Donc, bienvenue Elisa et bienvenue Elmer, qui est en direct d'Haïti. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai une très belle veste colorée, parce que je me suis dit, lui, il a le soleil et le beau temps, et nous, il fait très gris à Montréal. Il y a eu même une première neige ce matin, très délicate sur Montréal. Je me suis dit, mettons un peu de bonheur, et donc, magnifique veste d'Elmer, et qui rend les gens plus heureux, je dirais, parce que la mode, c'est aussi ça, c'est le plaisir de découvrir, mais aussi de se rendre heureux. C'est une des joies de ce métier. Et donc, le premier aspect, Elmer, je voulais d'abord aborder, je présume que faire un projet que réaliser à partir de croquis de Dior, des robes, devait être très inspirant. Inspirant, mais c'est aussi, bonjour tout le monde, c'était inspirant, mais c'est aussi un grand défi. Parce que là, il fallait vraiment accumuler les techniques. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans une maison de couture, il y a plus de 10 à 12 personnes qui passent sur une robe. C'est-à-dire, chacun a une spécialisation. Là, il fallait vraiment que j'accumule les techniques. Et c'est là où j'ai pris vraiment du plaisir. C'est la raison pour laquelle j'ai travaillé seul, où je m'étais enfermé à l'École supérieure de mode pendant plus d'un mois à travailler sur ces robes. Et quand tu as commencé à les réaliser, d'ailleurs, on va voir des images plus précises de cette réalisation. Et ce que je trouve formidable, c'est qu'en plus, il y avait tout ce détail, mais aussi de travailler sur la technique qui est vraiment la technique de la couture. Là, on voit les croquis originaux sur lesquels tu devais travailler. Et là, on te voit au travail. Je crois que c'est sur la robe de Bella, si je ne m'abuse. Donc, c'est un travail important de souligner qui est fait à la main, mais qui demande une dextérité énorme et beaucoup de patience aussi. Alors, il fallait vraiment employer la technique de la haute couture pour ces robes parce qu'il y avait aussi la conservatrice du musée, et Cynthia Cooper, qui était toujours là, heureusement. Puis il y avait aussi la maison Dior et Héritage Dior qui avait donné son accord, qui contrôlait un peu tout aussi. Alors, j'avais commencé d'abord par réaliser les toiles de coton qu'on voit là, mais même les toiles ont été décousues pour coudre les robes et recousues pour l'installation. C'est-à-dire, ce n'est pas juste couper-cousu, c'est vraiment la méthode de la haute couture que j'ai dû employer. C'était long, mais le résultat est là, c'est beau. Je regarde la robe, j'avoue que je me sens fier. On voit maintenant la robe artémise. Voilà.
le thème d'aujourd'hui, c'est nécessairement la matière, le textile. Donc, le choix du tissu pour ces robes, est-ce qu'elles étaient indiquées dans le croquis? Le choix était indiqué dans le croquis. Je pense que celle-là est Artémise. Et non, Artémise, non, ça, c'est quoi son nom encore là en noir? Ok. Elle était en mousseline de soie. Ça le rendait un peu trop souple pour l'événement à côté des deux autres robes qui étaient en satin duchesse et en ottoman de coton, des matières assez lourdes. Alors, du coup, on a fait le choix de prendre une crêpe de soie ou une crêpe de laine. Mais ça, c'est une crêpe de laine. Là, ici, c'est la robe en ottoman de coton avec Oui, Vita. oui, oui, qui est assez lourd et qui a nécessité des jupons énormes. Je pense qu'il y a 32 mètres et deux jupons en 3 fois en dessous de cette robe. Tout le travail, c'était vraiment... L'intérieur de la robe est tellement joli. Les jupons et tout, le corset à l'intérieur de la robe, c'était vraiment extraordinaire. C'était vraiment un beau cadeau que la vie m'a fait pour travailler sur ces 3 robes en fin de carrière. Quel est le plaisir quand on travaille sur des robes qui sont aussi complexes et aussi délicates à réaliser? On a besoin de beaucoup de concentration pour ne pas être dérangé. C'est la raison pour laquelle souvent sur les photos, certaines personnes me disent, je t'ai jamais vu aussi sérieux. C'est pas sérieux, c'est de la concentration. Parce qu'à chaque centimètre, il fallait vérifier, à savoir, il faut attendre demain pour vérifier son travail, savoir si on continue ou si on défait. Et puis, il y a aussi ce qu'on fait le matin, ce qu'on fait l'après-midi, ce qu'on fait le soir. Le résultat n'est jamais identique. Et ça, c'était le travail. Et de ne pas, et comme la robe rose, le drapé, ça ne s'est pas fait comme ça. C'est-à-dire le pli en avant, c'était du travail à cause du poids du tissu. Félician, designer bien établi à Montréal depuis une douzaine d'années. Et je me disais, est-ce que Dior, c'est quelqu'un qui est mythique, qui est important dans votre métier, ou c'est quelqu'un qui était plutôt un personnage éloigné de ce que vous êtes? Bonsoir. Euh, je dirais que, je ne sais pas si on m'entend. Oui, on m'entend. Oui, très bien. Je dirais que Dior fait partie pour moi des grandes têtes de la haute couture et donc automatiquement, on ne peut pas étudier le vêtement sans faire ses classes et étudier les plus grands. Et je pense que probablement c'était une inspiration pour moi dans les volumes, justement, le travail de la matière. C'est sûr qu'on ne peut pas ne pas être inspiré par Dior ou par d'autres grands comme lui. Ouais. D'ailleurs, parmi les photos que vous m'avez envoyées, il y en a une série, elles sont toutes magnifiques, j'ai dû faire un choix. Mais dans celle-ci, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on se rapprochait presque de la ligne Corolle, de cette première ligne du New Look. Et j'ai dit, est-ce que c'est un hasard, tout à coup, une réincarnation? Mais c'est... Peut-être pas nécessairement inspiration directe, mais définitivement, quand j'ai créé ce manteau-là, le Magpie, c'était vraiment pour avoir quelque chose de plus féminin que ce que je fais d'habitude, parce que d'habitude, c'était un petit peu plus droit, un peu plus masculin, mettons mes coupes, et j'avais envie d'un manteau plus féminin, et automatiquement, pour moi, cette coupe-là, la taille cintrée, le haut, en fait, du corps cintré avec quelque chose de beaucoup plus... une jupe à godet, en fait, pour moi, ça rappelle beaucoup la féminité et je pense qu'effectivement, on peut voir un petit peu du Dior là-dedans, mais sans vraiment inspiration directe. Mais effectivement, ça rappelle ces grands créateurs qui mettaient la féminité tellement de l'avant et tellement bien, en fait. La passion des tissus, est-ce que c'est une chose qui arrive très tôt dans le métier? Mm-hmm. Oui. Définitivement, définitivement. On peut pas, moi, je considère qu'on ne peut pas, mettons, faire un vêtement sans connaître la matière, sans penser au tissu avant, parce que c'est bien beau d'avoir une idée de forme ou de volume, mais le tissu va faire la forme et le volume. Donc, si on ne connaît pas les tissus, on ne peut pas réaliser ce qu'on a dans la tête, le design qu'on a dans la tête. Donc, automatiquement, il faut qu'on soit capable de savoir quel tissu va bien aller avec quelle tombée, en fait. Pour quelle tombée, oui. On va parler justement un peu plus tard de ce processus qui est parfois long. Elmer, je me disais, est-ce que, je sais que tu as étudié au Collège La Salle,
et tu me disais qu'il y avait des cours sur les tissus, sur les matériaux et que ça a été important pour toi. Très important. J'ai gardé toutes mes notes et mes classeurs que j'ai consultés hier, bien sûr. Au Collège Hassan, on a un programme de textile que j'ai vu dans aucune autre école, hein, ça je peux le dire. Ah, ça c'est joli, ça. Okay, c'est de moi, OK. On pourra parler oui, l'important du tissu, c'est que quand on travaille un vêtement comme le manteau qu'on vient de voir passer, on utilise tous les sens du tissu. Il y a le biais, il y a le doigt fil, il y a tout ce qu'on fait. Du coup, il faut vraiment calculer ses godets, vraiment calculer son volume. Je pense que chaque matière inspire le designer à un volume. C'est la raison pour laquelle on peut trouver une ressemblance. C'est grâce à la matière. Dans une robe comme celle qu'on voit en ce moment, ou même dans celle qui va suivre, qui est une dentelle, comment est arrivé le choix spécifique de ce tissu? Alors, cette dentelle-là, je l'ai eu pendant plus de 30 ans dans mon stock. Hein, et puis un beau jour, j'ai trouvé que je pourrais faire ce modèle avec. Parce que j'avais aussi un autre tissu point d'esprit. Et j'avais fait 3 modèles quasiment identiques. Mais c'est juste une dentelle de Calais. Et puis en bas, c'est un organza. C'est tout. C'est pas compliqué. C'est de la dentelle, voilà. Celle-là, on ne la voit pas très bien, mais c'est une grande cape qui fait au moins 2 mètres de long en patchwork, mais vraiment cloqué. Mais on voit juste une partie sur l'épaule, mais c'est immense, c'est immense. C'est du beau travail de couturier. Une de tes caractéristiques, ou du moins une chose qui est apparue au fil des collections, c'est ce travail de patchwork que tu aimes beaucoup faire. Et ça aussi, c'est une technique assez particulière. Et là, il y a un mélange de matières souvent. C'est un autre défi que de mélanger les matières. Oui, mais ma collection de patchwork a commencé en accumulant les restants des tissus des maisons de couture. Les premières robes, c'était que j'étais chez Chloé avec la Guerfait à l'époque, il y a des années. Et j'ai récupéré toutes mes chutes sur les collections parce que je faisais beaucoup de contrats avec eux pour réaliser mes premières robes de patchwork. Et chaque robe, c'est une saison d'une maison de haute couture. Il y a une histoire derrière chaque robe. Dans ce cas-ci, est-ce que ce manteau a une histoire? L'histoire, je ne la connais pas parce que je pense qu'elle n'est pas de moi. C'est peut-être le styliste qui a envoyé tout un lot de photos. Je vois. Ben, c'est bien. On va poursuivre avec Elissa maintenant. C'était un beau cloqué, mais c'était un beau tissu cloqué qui a permis de réaliser ce modèle-là aussi. On parlait de matière et volume. Oui. Elissa, il y a une démarche très intéressante. C'est d'abord le dessin qui va par la suite influencer le choix du tissu. C'est la façon dont tu abordes ce travail. J'aimerais que tu nous en parles un peu plus. Comment c'est venu cette façon de travailler? C'est sûr qu'en faisant... moi, j'ai toujours considéré que pour faire un bon et un beau vêtement, il faut savoir coudre et savoir faire des patrons. Et je considère toujours qu'un designer qui ne sait pas faire des patrons, qui ne sait pas coudre, je me méfie toujours un peu. Et c'est sûr que quand je fais le dessin, moi, j'imagine déjà en faisant le dessin comment je vais régler les problèmes sur le patron et comment je vais régler les problèmes de confection. Parce que pour moi, c'est important de devancer parce que pour moi, la visualisation, c'est presque 30% du travail. Donc, si je visualise bien où je vais tracer mes lignes sur mon patron, justement, quel matériau je vais choisir pour réaliser ce tombé-là exactement et comment confectionner, parce que bon, ça vient après dans mon processus de visualisation, comment confectionner le manteau et régler les problèmes de finition avant qu'ils se posent. Ben, quand il arrive le moment de réaliser le patron, de couper, de faire un échantillon, ben, mon niveau de satisfaction arrive très rapidement parce que j'ai déjà prévu, mettons, tous les problèmes qui pouvaient, presque tous, hein, il en arrive toujours dans les échantillons des problèmes, mais donc c'est sûr que quand je crée, quand je fais un dessin, c'est pas juste un dessin.
il y a toute une visualisation. Oui, c'est un croquis, c'est une esquisse, mais il y a vraiment la visualisation du modèle fini. Et souvent, c'est certain que selon le volume que je veux atteindre, que je veux créer, ben c'est sûr que tout de suite, la matière vient. Je sais d'avance avec quelle matière je vais faire le dessin que je fais, en fait. Ouais. Il y a ici la vision de collections qui vont presque se compléter de saison en saison, qui ont une longue vie aussi. Donc, je présume que certaines matières vont revenir au fil des saisons également. Oui, parce que moi, je dis souvent que je ne suis pas une designer de mode, je suis plus une artisane du vêtement parce que je n'aime pas vraiment la mode et je ne suis pas la mode, mais je suis vraiment une passionnée du vêtement. Donc, pour moi, et ça se voit dans mes collections et dans mon travail, c'est vraiment de créer du beau et bien fait. Du beau vêtement et du vêtement bien fait, en fait, qui va perdurer parce que, justement, pour moi, la mode m'intéresse moins. Je suis plus dans la recherche du vêtement. Et donc, automatiquement, c'est extrêmement intemporel. Et oui, il y a des matières avec lesquelles je suis en amour depuis 10 ans, 12 ans, et que je n'ai pas changé ma matière depuis. Et je ne la change pas parce que elle est parfaite parce que je sais comment elle vieillit, je sais comment elle tombe, je sais comment elle se travaille. Et on dirait que je ne suis pas capable de changer de matière pour certaines pièces parce que, ben non, c'est pourquoi, en fait, pourquoi? Si cette matière est tellement extraordinaire, pourquoi changer? Je dois souhaiter que le fournisseur ne disparaisse pas non plus pour avoir la même qualité. Ça va être une des inquiétudes. Je me suis amusé à relire l'autobiographie de Christian Dior parce qu'il consacre certains chapitres au tissu et c'est formidable parce que c'est lui qui nous parle et il y a vraiment des parallèles que l'on peut faire, je crois, avec vous. Et pour un livre qui a été écrit en 1956, publié quelques mois après sa mort en 1957, il explique, il dit, 2 mois avant que j'ai seulement ébauché un croquis, je dois faire mon premier choix. Lui changeait à chaque saison naturellement, surtout dans les années 50. C'est alors qu'arrivent les fournisseurs, les soyeux, les lainiers, les denteliers, qu'on appelle aujourd'hui les fabricants grossistes de la haute couture. Ils viennent de partout, de Paris, de Roubaix, de Lyon, de Milan, de Zurich. Ils transportent avec eux toutes les richesses des Flandres et toute la splendeur des soieries de l'Orient. À ce moment-là, j'ignore ce que j'aurais envie de faire 2 mois plus tard. Et mon choix s'en trouve paradoxalement simplifié. Au lieu d'hésiter entre ce qui peut me servir ou ne me servira pas, il me suffit de décider entre ce qui me plaît et ce qui me déplaît. Je cède à une réaction instinctive. Que je me demandais quelle était la partie ou ce qui est l'instinct dans tout ça. Est-ce qu'il y a une part d'instinct, Elmer, dans le choix des tissus? Oui, oui, parce que moi, je travaille beaucoup en moulage. Du coup, j'ai différentes épaisseurs de toile. Je réalise des modèles, des idées que je mets sur le mannequin. Et c'est plus facile après pour moi d'aller chercher cette matière-là. Mais souvent, je vois un tissu, mais j'ai besoin de toucher la matière. J'ai besoin de vraiment, comme on dit, pogner la matière et twister la matière pour voir comment ça réagit et même écraser la matière pour voir comment ça va réagir si on fait une robe et avec beaucoup de volume et si ça ne va pas se froisser parce qu'on voyage aussi avec les grandes robes et il y a beaucoup de choses qui rentrent en cause dans le choix du tissu. C'est beaucoup plus facile quand on travaille le lainage parce que c'est pour les manteaux, c'est pour les vestes, mais tout ce qui est soierie, tout ce qui est organza, c'est beaucoup plus difficile à faire le bon choix. Je t'avais demandé quelles étaient tes matières de prédilection et tu m'as dit il y a le lin, la dentelle et la laine. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi ces matières en particulier? La laine, parce que je fais beaucoup de tailleurs, aussi bien pour hommes et pour femmes, parce qu'en tailleur, on dit quand on sait repasser, quand on a un beau lainage, on a un vêtement extraordinaire. Et c'est vrai. Et comme disait Elisa, quand on sait coudre le vêtement, on voit déjà comment le montage va être fait. On fait son repassage, on fait son essayage, on voit le vêtement sur cintre, on voit le vêtement porté, on voit le vêtement qui sort du nettoyage, qui ne va pas bouger. On a une grande responsabilité quand on construit un vêtement pour une clientèle. Mais comme elle disait, je répète ce qu'elle avait dit, je n'ai pas confiance en certains designers qui font qu'avoir des idées. Ou je n'ai pas d'admiration pour beaucoup de designers qui n'ont que des idées. Elissa, le choix des matières, quelles sont les matières de prédilection? Il y a la laine, entre autres. Définitivement. Voilà.
Oh, pardon, oui. Allez-y, allez-y. Vas-y, Elmer. Non, non, vas-y, vas-y. Non, définitivement, la laine, pour moi, c'est sûr que c'est une matière de prédilection. Moi, je suis amoureuse particulièrement des laines masculines. Et depuis, il y a très peu, il y a peu de clientes qui savent ça ou peu du public. Mais depuis que j'ai commencé, je travaille énormément les laines masculines. En fait, je me fournis chez les messieurs. Pour mes laines, parce que les laines pour mes vestons, justement, ne froissent pas, comme disait Elmer. Mais donc, et moi, j'ai toujours trouvé que les laines chez les messieurs étaient beaucoup plus extraordinaires que les laines chez les madames. Et bon, c'est sûr que moi, j'ai une petite faible pour les coupes masculines, pour donner à la femme un côté un petit peu strong woman. Donc, automatiquement, ça me rejoint aussi. Mais c'est ça, mes laines de veston, mes laines de jupe sont toutes des laines masculines. Et après ça, moi, j'aime particulièrement, en fait, tout ce qui est naturel. Moi, s'il y a bien quelque chose que je n'utilise pas, c'est du synthétique, du polyester, etc. Et il n'y a aucun polyester qui rentre dans l'atelier. Ce n'est pas possible. Même pas Moi, des... je fais la même chose. Je ne touche pas au polyester, même pas pour une doublure. Parce que c'est littéralement, c'est pas beau. C'est pas une matière noble, ce n'est rien. Le polyester, c'est du plastique, tout simplement. Mais d'autres matières que j'aime beaucoup travailler, c'est soit des cotons organiques, soit des cotons mélangés avec un petit peu de soie. Dans mes tricots, justement, je choisis dans mes tricots c'est un mélange de laine et soie, donc il y a 30% de soie dans le fil, donc automatiquement ça rend le tricot un petit peu plus soyeux. J'en porte un justement sur moi, c'est un feeling vraiment de deuxième peau, donc oui, je dirais que lin et coton mélangés, j'essaye de jamais mélanger plus de deux. En fait, je préfère quand on est 100% ou juste deux matériaux mélangés ensemble pour essayer d'être le plus naturel possible dans la matière, en fait. Un tissu peut malgré tout inspirer une forme pour toi aussi, Elissa? Oui, ben comme le foulard qu'on voit, en fait, je n'avais pas pensé faire un foulard avec ce tissu-là. Je l'ai trouvé fournisseur au Japon. C'est un Cupro mélangé coton. Et c'est la première fois que j'utilise du Cupro et j'ai trouvé ça très intéressant, en fait, le fini que ça donne vraiment un fini très soie et je trouvais ça intéressant. Et ce que je trouve intéressant du Cupro, en fait, c'est que c'est assez écologique comme matériel. Ce n'est pas un matériau naturel, c'est un matériau artificiel, mais tiré de sources naturelles. Et donc, en fait, c'est en fait les résidus de la production du coton qui sont transformés. Donc, au lieu d'être une perte totale, donc d'être jetées à la poubelle, ben, elles sont retransformées pour créer un matériau qui s'appelle le Cupro. Donc, je trouve que c'est assez intéressant comme processus. Et quand j'ai reçu, je l'avais commandé en blanc cassé et en noir. Et quand je l'ai reçu, donc ça, c'était justement quelque chose que je fais rarement, justement, essayer un nouveau tissu sans vraiment savoir encore qu'est-ce que je vais faire, mais juste parce que je tombe en amour avec la matière. Quand je l'ai reçu, c'est là où je me suis dit, c'est simple, j'ai besoin de le garder simple. Il faut un grand carré ce qu'on appellerait un carré de soie, mais qui n'est pas un carré de soie, en fait, vu que ce n'est pas de la soie. Mais donc, et j'ai demandé à une artiste québécoise qui vit dans l'Ouest canadien de faire ce dessin. Et je trouvais que ça représentait bien notre année 2020. On a besoin d'être ensemble, donc plus fort ensemble. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle la Together Scarf. C'est ça. Très beau défi. Et qui représente bien le geste de solidarité qu'on a envie, en plus on a envie de se serrer les mains très bientôt aussi. Dior nous revient par la voie de l'autobiographie encore une fois. Il dit je ne choisirai jamais un tissu seulement parce qu'il est d'une teinte exquise. Parce qu'il dit il faut résister aux appels charmants et insidieux. Mais d'abord parce que sa qualité me paraît s'adapter exactement à la forme que je cherche. Donc, c'est vraiment ce que tu expliques, Elissa. Ça, c'est comme une femme trop maquillée, ça. Et, non? Oui, c'est vrai.
Le processus pour toi, elle-même, il est un peu similaire, mais aussi probablement le tissu va changer d'une collection à l'autre. On le voit souvent dans ton travail. Je change d'une collection et à l'autre. Là, je vais revenir un petit peu sur le polyester, parce qu'il y a polyester et polyester. Voilà, parce qu'il y a des mélanges qu'on peut accepter, mais il y a des 100% plastiques qu'on ne peut pas toucher. Mais je sais que le polyester ou les tissus synthétiques japonais sont quasiment parfois 3 fois plus chers qu'un tissu, on va dire, plus vierge. Et la qualité aussi est complètement différente. On a un plaisir à le toucher, à le travailler aussi, mais souvent, on n'a pas les moyens de se le procurer, cet tissu-là. Et la question, c'était quoi encore? Que C'était je de... changeais du tissu chaque saison? Oui, Alors, pour mes collections, le plus souvent, je stocke beaucoup de tissus. Quand je vais au salon Première Vision, quand je vais chez un fournisseur, j'achète. J'achète tout ce qui me paraît extraordinaire, mais parfois, je mets 10, 20 ans à réaliser, à utiliser ces tissus, à réaliser sur un projet. C'est comme mes collections d'hommes surtout, parce qu'il y a des carreaux, il y a des rayures qu'on ne peut pas utiliser à n'importe quel moment. Ça peut rentrer dans une collection de provocation, tout dépend de l'ambiance, tout dépend. Quand je participe à des événements comme Fashion Preview, qui a beaucoup de jeunes, je ne peux pas aller avec de l'uni tout le temps. Voilà. Il faut vraiment que j'aille avec un autre volume et d'autres matières. Mais quand je vais dans d'autres événements à l'étranger, je dois rester dans l'uni ou du taffetas, ou beaucoup de broderie, ou beaucoup de velours. Mais tout dépend dans quel événement je participe. est-ce que la tentation des couleurs peut être un danger, comme Dior semble le dire? Il n'y a rien à dire, non? Tout Parce ce qui fait, c'est beau, du mannequin au pantalon, du foulard à la chemise, du gilet, non, tout est beau, il n'y a rien à dire. oui, mais je faisais le parallèle en Dior qui disait que ça peut être une tentation pour un couturier d'admirer une couleur ou un beau tissu et de confondre que la couleur nous trompe. Souvent, souvent. C'est parce que, et en plus, quand on a certaines couleurs assez trop voyantes, d'abord, on ne les vend pas, mais ça peut être juste un élément dans un défilé. Et aussi, il y a aussi le fait que dans beaucoup de matières, la teinture ne tient pas, comme dans le lin, tout ce qui est rouge, bleu, vert, et ça déteint beaucoup. Alors, c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle il mentionnait cette histoire de couleur. Comme la veste que je Même dans la soie, beaucoup de choses déteintes, même vont se faner dans le placard. La veste que je porte actuellement, qu'est-ce qui a déterminé ce choix, ce côté flamboyant de ces fleurs qui ont l'air numériques? C'est parce que j'avais beaucoup de vestons en patchwork de lainage qui étaient assez patterns, mais qui étaient trop classiques. Je voulais vraiment 2 ou 3 modèles, 2 ou 3 vestes très fleuries pour faire le. Voilà, ça, c'est du. Et voilà, ça accompagnait ce veston en patchwork accompagnait le tissu imprimé et que tu portes. Ah oui, donc c'est l'abondance de couleurs. C'est intéressant de vous avoir tous les deux parce qu'il y a un contraste dans votre création, mais il y a en même temps cette volonté de toujours chercher une certaine perfection. Et Lisa, elle va très loin dans le but de trouver la laine parfaite, mais aussi, même dans le noir, tu nous disais que même la couleur noire, tu la cherchais aussi. Oui, définitivement. Ben, les noirs ne sont pas tous noirs, hein? Ils sont tous différents. Hein? Mais, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. je remarque beaucoup quand le noir ne fonctionne pas ensemble. Comme par exemple dans la doublure de mes vestons, je travaille avec la même doublure depuis des années et récemment, j'ai essayé de la changer et justement, le noir ne marchait pas avec mes laines et ça me buguait l'œil vraiment. Mais oui, moi, effectivement, Elmer et moi, je pense, on a la même passion du vêtement, la même passion de la finition, de la couture, du travail à la main, et on le traite de 2 manières complètement différentes. C'est sûr que moi, la couleur, je m'y aventure pas, c'est pas mon domaine. Je la laisse pour Elmer, qui, pour moi... Merci. Je suis très confortable dans mes couleurs. Tu excelles, donc je te laisse la couleur. Moi, je garde le noir et le blanc, c'est bon. Moi, je fais le noir. Mais tu me disais, Elissa, que tu cherchais même à trouver des moutons de couleur noire qui pouvaient produire la laine que tu désirais sans avoir à la teindre, idéalement. Je cherche depuis plusieurs mois, oui, parce que
j'ai une laine organique, donc couleur du mouton, donc crème, que j'utilise dans mes tricots. Que je trouve extraordinaire. On veut dormir avec, là, c'est incroyable. Et c'est un fil. Donc, ce sont des moutons que j'ai retracés où ils sont, ces moutons-là, d'où ils viennent. Donc, ils viennent d'Argentine, ils sont super bien traités, ils sont tondus dans les respects des traditions. Et donc, en fait, ce fil est en fait, comment j'appelle ça? Non. Ce fil est en fait traité aux États-Unis et donc moi je l'importe de là et en fait pour le teindre, si je voulais teindre ce fil-là en particulier d'une manière écologique, d'une manière saine pour l'environnement, pour garder le purpose de la laine organique automatiquement, ben en fait, ça coûterait beaucoup trop cher. C'est hors vraiment, ça ne marche pas vraiment parce qu'il n'y a pas de grosses industries, de grosses entreprises qui teignent du fil comme ça en grande quantité. Et donc, effectivement, en ce moment, je cherche activement, je sais qu'en Islande, il y a des moutons noirs. Donc, je cherche, c'est un de mes projets en ce moment, des moutons noirs pour arriver à créer un fil qui peut, évidemment un fil, parce que moi, mes tricots ne sont pas tricotés à la main, ils sont tricotés dans des machines à tricoter. Donc c'est ça que je cherche. Donc, si quelqu'un entend parler des moutons noirs... Oui. On lance un appel s'il y a des Islandais qui nous écoutent ou autres, de nous en informer. Mais je trouve ça... Moi, je suis là. J'étais le mouton noir de la famille. L'alpaga qui est une bonne alternative. J'ai des morceaux en alpaga dans mes tricots. Et l'alpaga, c'est organique, c'est certifié. Et les alpagas sont traités d'une manière aussi extraordinaire. Et il n'y a pas aucun pesticide, donc il y a cette solution-là aussi. Et il y a des alpagas plus noirs aussi également. Mais pour une amoureuse de la laine, trouver un mouton noir, ça serait le must. Et ça montre, cette recherche qui est constante, démontre bien un peu la folie, je dirais, des gens qui travaillent dans la mode. Et Dior, encore une fois, nous dit, quand il raconte le processus de sélection, nous sommes 9 ou 10 en tout dans le studio et tout ce monde regarde et participe à un rite, qui semblerait dément à un profane et qui consiste, par exemple, à choisir entre 30 lainages noirs d'excellente qualité, le seul qui convienne. Et ça correspond tout à fait à vous deux, en fait. Oui. On ne peut pas croire que c'est autant de travail simplement pour sélectionner un seul tissu. Et là, la collection n'est même pas réalisée en plus. Surtout que M. Dior recevait les meilleurs tissus. Ce n'était pas de la mauvaise qualité. On tissait une collection complète pour lui, pour le présenter à chaque saison. Et malgré tout, il fallait faire un bon choix. Est-ce que c'est une joie pour vous, ce processus, cette recherche? C'est un des plaisirs? Oui, définitivement. Moi, ce que j'aime surtout, c'est parce que, bon, vous savez qu'on crée les collections vraiment en avance, c'est voire un an d'avance. Et moi, ce que j'aime particulièrement, c'est tester les modèles. Les tester. Moi, c'est quelque chose qui le privilège. En fait, je fais des prototypes à ma taille parce que comme ça, je peux les porter. Et en fait, pour moi, c'est très important parce que ça me permet que s'il y a un petit détail qui me déplaît quand je porte le modèle, je peux le changer au moment où je commence ma production. Et ça, pour moi, c'est vraiment bon. Et je peux aussi tester ce que je teste souvent, justement, en portant les modèles. Parce que, bon, ben, là, cet automne, je crée le fall-winter, l'automne-hiver de l'année prochaine. Donc, automatiquement, je peux le porter en temps réel. Et donc, je teste aussi le regard des gens. Donc, le regard des femmes sur moi ou même le regard des hommes sur mon vêtement. Et donc, ça permet de savoir aussi quelle pièce va être plus un coup de cœur, quelle pièce va être moins intéressante. Et automatiquement, ça permet de résoudre les petits problèmes quand tu le portes ou même si ce n'est pas un problème nécessairement, mais d'améliorer ton modèle avant qu'il parte en production en février ou en mars pour l'automne. Et ça permet aussi de tester
la durabilité de la matière. Alors, c'est sûr que moi, j'ai des matières que j'utilise depuis des années, que je sais exactement comment elles vieillissent, mais les nouvelles matières que j'utilise, parce que j'en apporte quand même quelques nouvelles, ben là, je peux les tester de voir est-ce que, justement, est-ce que ça bouloche? Ça, c'est un truc qui ne passe pas dans une matière avec moi. C'est très rare que j'ai quelque chose qui bouloche, mais c'est quelque chose qui, justement, est très important de voir comment la matière vieillit, parce que c'est une chose de choisir un beau tissu quand on le voit, nous, sur rouleau, qu'il tombe bien, que ça soit une pièce merveilleuse. Mais si la matière, après 2-3 lavages, vieillit d'une manière vraiment ordinaire, ben, je ne vois pas aucun intérêt à choisir cette matière-là pour moi. Il y a un coût derrière les belles matières et ce serait important d'en parler parce que malheureusement, trop de gens ne réalisent pas que le coût d'un vêtement, c'est aussi le coût de la matière première. Peut-être nous commenter là-dessus, Elmer ou Elissa, de défendre. Étant donné que je fais beaucoup de pièces uniques, ça m'arrive d'acheter beaucoup de tissus dans les maisons de couture. Par exemple, la collection que tu viens de montrer, il y a un veston en dessous de la veste. C'est un tissu que j'avais acheté chez Givenchy en 88, je pense. Mais c'est quasiment chaque année, je le mettais sur la table. Ça n'a jamais été la bonne saison. Il fallait ranger, ressortir. Voilà, il y a toujours une histoire derrière chaque vêtement pour nous. On peut avoir le tissu, mais la saison met beaucoup, beaucoup de temps à arriver. Ça, c'est du lin. C'était ce qu'il y avait de plus facile. Et il y avait une autre. Ça, c'est du tissu d'ameublement que j'avais acheté en République dominicaine, à Santo Domingo. Voilà, quand je voyage, j'ai que du tissu quand je traverse. Quand je suis à la douane, quand on ouvre mes valises, il n'y a que du tissu. Mais est-ce que vous expliquez, peut-être que les gens connaissent ton travail, Elmer, ils connaissent celui d'Elissa, mais quand quelqu'un entre pour la première fois dans une boutique dans laquelle il y a une certaine recherche, est-ce que vous avez à défendre un peu ce point de la confection? Moi, j'ai souvent, en fait, c'est comme si j'aime ça également, défendre et expliquer aux gens le coût de la matière et le coût du morceau, parce que je trouve que c'est important parce que les gens ne savent pas, tout simplement, et je trouve que c'est notre rôle en tant que designer d'entre guillemets, éduquer le public à savoir qu'est-ce que c'est un vêtement et pourquoi il coûte ce prix-là. Moi, je veux dire, j'ai la collection, il y a quelques années que j'ai fait avec Karine Vanasse, le manteau gris, c'était un 100% cachemire qui était extraordinaire et qui coûtait 100 $ le mètre. Le manteau que tu as montré tout à l'heure, Stéphane, le manteau crème, le Winter Sparrow, c'est une laine qui est faite spécialement pour moi en Italie, tissée pour moi, et c'est également à peu près 95 $ le mètre, et ça prend 2,80 m pour mon manteau. Donc, juste là, on a un montant très considérable de matière. Et après, ben, il faut expliquer que le manteau, ça prend 8 heures à le confectionner, seulement la confection. Donc, automatiquement, et c'est une confection montréalaise. Et évidemment, la couturière n'est pas payée 10 $ de l'heure parce que je considère que la couturière doit être payée beaucoup plus que ça parce que c'est très noble comme métier. Donc excusez-moi. C'est sûr que la matière, pour en revenir au coût de la matière, il faut se rendre compte que quand c'est beau, quand ça dure, quand c'est une matière qui tombe bien, ça a un coût. Ça, c'est évident qu'il faut pas, c'est pas 5 $ le mètre, non. Dès l'achat de la matière, on pense déjà à la cliente. Moi, j'ai une clientèle privée. Moi, j'ai des clientes, je sais que ça va plaire à Sophie, ça va plaire à et quelqu'un d'autre. Je pense que c'est toujours comme ça que je fonctionne. Du coup, je peux y aller, le prix importe peu. Ça, c'est l'avantage quand on a une clientèle privée, parce que beaucoup de mes pièces ne vont pas en boutique. Surtout quand c'est rebrodé, quand je passe 200 heures, par exemple, la veste en patch qui est très jolie, mais je ne peux pas le mettre en boutique. Je pense que j'ai plus de 40 heures de travail sur la veste. C'est impossible. Ça, c'est l'avantage du sur-mesure. Oui, oui. Ce sont, j'imagine, Elmer, pour toi, de beaux souvenirs que tout ce travail dans les ateliers que tu as fait au cours des années, parce qu'il y a eu plusieurs grandes maisons. Quels souvenirs tu gardes de cette période d'aller travailler
pendant la période de préparation? Alors, si on parlait de matière, j'ai fait une saison à l'époque où Claude Montana était. Claude Montana, je pense que c'est là où il y avait les plus belles matières. Tout ce qui était organza de soie, beaucoup de grands volumes et tout, c'était vraiment extraordinaire. Chez Rochas aussi avait des grands chemisiers. Gianfranco Ferré chez Dior avait beaucoup de chemisiers, beaucoup de nervures à faire. C'est-à-dire chaque collection avait un défi, chaque matière demandait. Et puis on ne pouvait pas le faire à n'importe quel moment. Il y a des saisons où j'avais aucune envie d'aller et toucher de la soie, où j'avais aucune envie de broder. Il y a des saisons, je commence ma saison, je fais une saison de broderie. Je vais passer 3 mois à faire que ça et après je dis non, c'est fini. Mais la maison où j'ai vraiment pris du plaisir, c'est chez Mugler, dans l'exposition de l'année dernière. Je pense que tout le monde sait maintenant à Montréal, les gens de la mode, c'est qui Mugler. Mais on peut faire des choses et Mugler créait, par exemple, on avait fait un grand manteau, c'était fait avec des houpettes, ce qu'on trouve dans les boîtes et dans le temps de poudre, là, dans les poudriers, qui étaient posées sur de l'organza pour créer un effet fourrure. Et j'ai parlé à Thierry, le conservateur du musée, de ce manteau qui avait fait des recherches. On n'a pas trouvé de traces. J'ai passé une semaine sur ce manteau qui était très, très joli. Après, on avait fait des bandes de velours qui étaient toutes remontées côte à côte pour vraiment donner et des bandes de fourrure sur de l'organza. C'est juste pour pouvoir mieux bouger, pour que le fond soit plus léger que le fond de cuir. C'est-à-dire, c'était vraiment des défis. Donc, ce que j'aime beaucoup raconter, c'est comme la robe qui a fait le poster de Mugler. On était 6 ou 8 à travailler sur la robe. J'ai brodé une des manches, mais à l'expo, j'étais incapable de savoir quelle manche j'avais brodé parce qu'il y avait les gants, il y avait les chaussures. Je pense que c'est ça, quand on parle technique, c'est une chose, quand on parle de création, c'est autre chose. Moi, je vendais ma technique aux autres et à chaque fois, c'était du beau plaisir. Et lui, Ferro aussi, j'ai fait beaucoup de collections, il dessinait ces tissus, il peignait sur ces tissus et de voir qu'on me confiait un tissu avec seulement que 4 mètres sur une collection, c'était pour moi le plus beau des cadeaux. C'est la mode, ce n'est pas juste la collection qu'on fait qui a été applaudie, c'est le travail. Quand on travaille en collaboration avec d'autres, là je vois Elisa qui parle de son travail, mais travailler avec elle, pour moi, c'est un plaisir parce qu'on se comprend, on se complète. C'est là aussi qu'il faut aller vers des designers et bien même des journalistes. Il y a des journalistes qui comprennent tout de suite. Moi, j'ai une relationniste que tout le monde connaît, Vicky Boudreau de Bicom. Quand elle est rentrée dans mon atelier pour la première fois, elle a eu la chair de poule devant un manteau. Elle a quasiment les larmes aux yeux. Elle était capable de comprendre. C'est quelqu'un qui a une formation de mode. Ça, on a des clientes comme ça qui frémissent, qui éclatent en sanglots. Parfois, dans les ateliers, on finit une robe. L'atelier complète éclate en sanglots devant la robe, tellement que c'est beau. Comment expliquer ça à quelqu'un qui veut payer $19, $40 pour une robe, passer 3-4 semaines sur une robe et tout un atelier en larmes, je l'ai vu plusieurs fois. C'est beau, il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Voilà, ça c'est vraiment le plaisir de travailler les belles matières, à le toucher, à le repasser, à le voir porter le plus souvent. Malheureusement pour beaucoup, on le sait, et ça se porte par des gens qui ont les moyens de comme les 3 donatrices de Dior, qui étaient vraiment heureuses dans leur robe. Ça se voit. Ça encore, c'est un autre plaisir. Réaliser la robe, mais elles étaient toutes les 3 heureuses pour le shooting photo. Encore une fois, Elisa peut comprendre c'est quoi une cliente qui essaie une belle matière. Ça n'a rien à voir avec le vêtement sur rack. Je ne cite pas de nom dans les grandes chaînes. Mais souvent, je touche les tissus, je le jette. Ça m'arrive dans un magasin de toucher un tissu, je le jette parce que c'est quoi ça? Voilà, ça, ce plaisir-là, on devait pousser les couturiers, nos écoles de mode montréalaises devaient vraiment plus miser sur la matière. Je suis sûr, c'est pas que je suis sûr, les couturiers, designers qui ont ce lien-là, qui ont cette passion pour la matière, résistent plus longtemps dans la profession. Ils n'abandonnent pas aussi vite que beaucoup d'autres dès l'école. Moi, je rejoins Elmer là-dessus sur la réaction des clientes parce que je fais aussi du sur-mesure depuis longtemps et ça passe aussi par quelques robes de mariée, quelques par année, juste pour continuer à en faire parce que j'adore ça. Mais même quand je fais du manteau sur mesure, justement, cette réaction de la cliente, quand tu fais, pour moi, c'est, si je pouvais juste vivre du sur-mesure, je vivrais seulement du sur-mesure. Bon, malheureusement, avec COVID, c'est un petit peu... mais le sur-mesure, pour moi, c'est pourquoi je fais ce métier.
littéralement pour avoir une femme qui rentre dans l'atelier, qui a une envie de l'habiller, de lui créer quelque chose, puis que quand elle se voit dans le miroir avec, elle a une émotion et elle se sent bien et elle se sent mise en valeur. Et ça, pour moi, c'est exactement pourquoi je fais ce métier. Réellement, là, j'ai eu une mariée qui, la robe finale, qui éclate en sanglots, mais une grande jupe en soie. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et là, je recule et elle m'a dit, je vais être trop belle, je vais être trop belle. Moi, j'ai dit, madame, attention à ma jupe. Arrêtez de pleurer. Je pense qu'on a vraiment des beaux cadeaux quand on fait du sur-mesure. Mais on a aussi des clientes chiantes là, qui râlent tout le temps, qui râlent pour tout, qui ne comprennent rien. Mais on a du bonheur. On a du bonheur. Oui, et vous l'exprimez bien, mais c'est à la fois difficile parfois de comprendre ou de l'exprimer, cette émotion que les gens vont ressentir. Il faut presque être sur les lieux pour le comprendre et pour le vivre, mais vous le décrivez bien. On se dirige tranquillement vers les questions du public parce qu'il y a peut-être des questions de l'auditoire qui, justement, seront peut-être de futurs clients aussi ou des gens, justement, et c'est la raison de la conférence, c'est d'expliquer ce processus un peu mystérieux. Et on va essayer de voir s'il y a des questions, si elles apparaissent de la bonne façon. Je suis en train de regarder un petit peu dans la série. Il y a une Madame Michel Beauchamp qui affirme ou qui dit « N'y a-t-il pas des moutons noirs en Angleterre? » Donc, elle essaie de trouver une solution pour Je cherche activement. Après, il faut que ces moutons produisent produire la laine, ils vont en produire, mais que cette laine soit traitée comme un fil, justement, et soit valable pour moi en production, oui. Je continue à chercher, mais je vais regarder partout. En attendant d'autres questions, il y avait un couturier pour lequel tu as travaillé, Elmer, qui est Galliano. Et Galliano était reconnu pour ses coupes exceptionnelles et de travailler dans le billet, un peu comme Madame Billonnet faisait à l'époque. Est-ce que ça a été un des métiers ou une des périodes pour toi, avec Galliano, qui a été marquant? Parce qu'il y a deux Galliano. Il y a Galliano Dior et Galliano Galliano. Galliano Galliano est vraiment extraordinaire. Entre les matières, les robes et tout, c'est incroyable. Les gens connaissent Galliano chez Dior, mais les vraies collections extraordinaires, c'était vraiment Galliano pour Galliano. Il y avait beaucoup de drapés, il y avait beaucoup de volume. Et j'ai même travaillé sur un modèle, c'était une parachute qu'il fallait vraiment assembler pour réaliser un gilet. Ça, c'était à la fin, mais tout le monde Ce que j'aime dans ce genre de défi, c'est que quand on commence, on ne sait pas ce que ça va donner. Ça aussi, c'est un autre plaisir. Et Galliano avait vraiment beaucoup de défis textiles, souvent dans quasiment toutes ses pièces. Mais pas chez Dior. Chez Dior, c'était vraiment du spectaculaire. Leila me dit qu'il y a une question en direct. Je ne sais pas si c'est Leila qui va la lire ou la communiquer, ce que je vais découvrir. On va mettre le son, je comprends rien. Monsieur Maude. Cher Albert, quel plaisir de te voir. Elisa, quel plaisir, vraiment. Et très, très belle description de ce métier qui est tellement noble et qui, malheureusement, les gens ne connaissent pas vraiment. Vous avez démystifié de façon extraordinaire ce que ce métier représente en heures, en travail, en passion. Et voilà, je voulais vous remercier. Et Stéphane, comme toujours, un hôte extraordinaire. Merci beaucoup. Toujours apprécié, merci. Merci d'elle aussi. Merci à vous. Merci, Serge. Est-ce qu'il y a une autre question en direct? Non, pas pour l'instant. C'est bien, ça nous permet de poursuivre. Est-ce que parfois, des fois, on n'aime pas trop le souligner, mais un tissu peut vous avoir trompé, c'est-à-dire qu'il n'était pas le tissu? Parce que Dior, il en parle, il admet, il dit la couture est avant tout un mariage entre la forme et le tissu, mais malgré tout, il y a parfois des déconvenus lorsque la robe est montée. Oui, j'avais acheté un tissu c'était comme un pot de serpent. Mais c'était tellement mou au final, j'ai pas réussi j'ai enlevé la robe de la collection une saison, 2 saisons, 3 saisons. Je l'ai encore 15 ans après, mais j'ai pas réussi à maîtriser cette matière. Ouais.
Donc, il y a toujours des surprises dans ce métier. Oui, oui, oui. Souvent, il y a des modèles qu'on enlève de la collection parce qu'on n'est pas satisfait. Une question en direct de Michel Beauchamp. Je dois la lire, on la voit apparaître à l'écran la question. J'ai visité l'Expo d'hier, mais je n'ai pas vu les robes reconstruites par Elmer. Où sont-elles? Est-ce qu'Elmer... Elles sont chez... Oh, non, elles sont parce que l'exposition... Voilà, mais là, je pense que tu peux expliquer, là, parce que l'exposition a été coupée en deux à cause du COVID. Je te laisse expliquer la raison. Et Oui. Où sont les robes? Oui, derrière moi, en fait, on voit les toiles également. Et ça, c'est intéressant dans le processus parce que je les ai découvertes aujourd'hui. Donc, elles sont dans le lobby près de l'entrée du musée. Mais pour les gens qui se promènent sur la belle rue de la Montagne, il y a des magnifiques vitrines dans lesquelles on retrouve les robes. Et donc, deux des robes. La troisième, elle est ici derrière moi, c'est la robe rose. Donc, il s'agit simplement d'aller se promener vers Ultra and True Ogilvy sur la rue de la Montagne et vous verrez ces robes. Wow. Et le soir, c'est magnifique parce qu'il y a un éclairage avec ils ont mis un tissu rose magnifique qui met le noir en valeur. C'est vraiment superbe, ça vaut la peine. Mais les trois robes vont être utilisées dans la décoration de Noël du magasin. Ce qui veut dire qu'on a jusqu'à janvier pour admirer les robes d'Elmer. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup. Question, je regarde. Question de Marie-Lou Nicole. Est-ce que celle-ci est en direct? C'est ce que je vais découvrir? Non. Donc, on va voir la question apparaître très bientôt. Ah, non. Pour l'instant, la question... Ah, quelle était l'idée? Attendez, je lis au fur et à mesure. Bonjour, je me demandais une question similaire. Lorsque le résultat n'est pas comme imaginé, comment savoir si c'est le tissu ou la coupe? Qu'est-ce qui vient en premier, peut-être? Le tissu, c'est plutôt le tissu quand on a un problème, parce que la coupe, si on fait du patronage, c'est quasiment de la géométrie, c'est impeccable, tout est bien réglé. Quand on fait une toile, on a déjà vérifié la toile sur le mannequin, on a vu le volume. C'est souvent la matière. Mais le plus souvent, c'est arrivé au repassage que ça bouge. La déception vient au moment de quand on commence à repasser la matière. Certaines matières ne supportent pas le fer à repasser. Très bien. Une question de Paul P. Smith. Qu'est-ce qui vous inspire de Montréal ou du Québec dans vos créations? Elissa, peut-être pour commencer? Super. Moi, je suis... Et bon, moi, je n'ai pas choisi. J'ai choisi Montréal. Je suis d'origine française. J'ai étudié à Paris, mais j'ai choisi Montréal par juste amour de cette ville, non pas pour nécessairement la mode à Montréal. Mais pour moi, je me suis en fait sentie comme si j'avais un petit peu une mission aussi. Parce qu'il y a 12 ans, je trouvais que les gens, l'hiver, s'habillaient beaucoup avec des gros manteaux de ski, pour moi, des manteaux que je mettrais seulement pour aller faire du ski. Et au fur et à mesure des hivers, je vois un petit peu plus mettons, de look à la parisienne dans la rue l'hiver. et je pense que pour moi, c'est quelque chose que je dis souvent à mes clientes, c'est que mes manteaux en laine ou en laine et cachemire sont aussi chauds que ces doudounes, ces choses énormes qui prennent beaucoup de place, qui sont très laides et pas du tout élégantes. Et moi, je porte seulement mes manteaux, je déneige mon auto avec, je sors mon chien avec mes manteaux en laine et je n'ai pas froid. Donc, en fait, pour moi, Montréal m'inspire avec l'hiver parce que j'adore faire des manteaux, les fabriquer, les porter et j'adore aussi prouver à mes clientes que mes manteaux sont assez chauds pour les hivers montréalais. Toi, Elmer, ton cœur balance entre Montréal et Haïti. Pas du tout. Là, je suis actuellement en Haïti sur un programme de formation. Je commence, c'est autre chose. Mais l'avantage qu'on a à Montréal, c'est qu'on a vraiment les 4 saisons. Pour un designer, pour un créateur, c'est vraiment l'endroit idéal. Là, en Haïti, on peut dire qu'on n'a que de l'été. Pour moi, ça ne m'intéresse pas. Mais parce que l'automne, on commence à faire des vestons, des blazers, et après, on tombe dans les manteaux. Et le défi du manteau, c'est de trouver la bonne doublure, c'est de trouver un tissu pas trop lourd, puis qui est chaud. Un manteau chaud, ça, c'est vraiment le défi et le plaisir de vivre à Montréal.
Est-ce que c'est un point qu'on n'a pas abordé dans nos discussions? Parfois, on entendait des designers, des créateurs qui étaient à Montréal, la difficulté d'avoir accès aux tissus. S'ils ne voyageaient pas, que ce n'était pas évident de les trouver ici à Montréal. Est-ce que ça reste encore un défi? Quand même, moi, je pense que oui. C'est restreint, effectivement. Oui, oui, tout à fait. La raison, probablement, c'est que c'est un marché plus petit, plus restreint, ce qui fait qu'il y a moins d'importations. Je pense aussi que malheureusement, dans les 20 dernières années, on a beaucoup perdu dans notre métier, en fait, au Québec, malheureusement, parce que beaucoup de grosses compagnies qui étaient là se sont exportées. Donc, la demande a été beaucoup moins grande et automatiquement, on a perdu beaucoup de corps de métier, beaucoup de couturières, de main-d'œuvre, etc. Je pense qu'on est sur la remontée et ça, c'est très positif, mais je pense que c'est peut-être pour ça. Je ne sais pas, en même temps, peut-être qu'Elmer aura un autre avis là-dessus. Moi, je me dis que peut-être c'est pour ça qu'on a perdu un petit peu de fonds. Non, je pense qu'il y avait, dans les années 80-90, il y avait beaucoup de fournisseurs italiens, allemands à Montréal, sur Sainte-Catherine. Il y avait beaucoup de magasins. On pouvait trouver du beau tissu. C'est arrivé avec beaucoup de chaînes de prêt-à-porter. Les gens ne font pas la différence entre un manteau 40 $ en spécial et un manteau 1200. Moi, à la boutique, il y a encore 8 ans, j'avais des manteaux à 7000, j'avais des manteaux à 3000, on les vendait. Mais je ne pense pas maintenant qu'il y a déjà 2 ou 3 ans, plus personne dépassait 800 $ pour un manteau, quelle que soit la qualité. Je pense que c'est un problème de prix qui s'est pointé et nous, on ne peut pas suivre parce qu'il y a des lainages qui coûtent plus de 300-400 $ le mètre pour faire un manteau en cachemire. C'est impossible de prendre 3 mètres pour faire un grand manteau et essayer de le vendre à combien. Mais on a perdu cette clientèle-là à Montréal où les gens vont souvent dans les grands magasins où ils peuvent, dans les magasins de luxe haut de gamme, où ils peuvent essayer aussi. Ils ont le choix de taille et de couleur. Mais chez nous, ils n'ont pas le choix. C'est la raison pour laquelle on est obligé d'arrêter les manteaux haut de gamme. C'est la même chose pour les fourreurs, les manteaux de fourrure, il y en avait beaucoup à Montréal. Montréal fabriquait les manteaux pour toutes les grandes maisons de haute couture et parisiennes. Il y a encore 30 ans, il y a encore 20 ans. Une autre question de monsieur, je présume monsieur, mais peut-être pas, P. Smith. Et l'autre question, y a-t-il un environnement d'affaires efficace au Québec pour la création que vous faites, une sorte de climat comme nous avons pour Bombardier et l'industrie aéronautique? Et qu'est-ce qui manquerait? Question pertinente et un grand sujet. C'est une très, très bonne question, oui, effectivement. Je pense pas que... Je pense qu'il y a on est plusieurs, on est une communauté de designers à Montréal qui ont chacun leur spécificité. Je ne sais pas si c'est une scène aussi concentrée qu'on pourrait avoir à Paris, à New York ou à Londres, par exemple. Ce qui manquerait, je pense que tous les designers seront d'avis avec moi là-dessus, c'est du financement du gouvernement pour les designers. Je pense que c'est quelque chose qui manque énormément. Nos métiers, nos corps de métier, en fait, les corps de métier en mode au Québec ne sont pas assez valorisés et je pense qu'en débloquant plus de financement pour aider les compagnies, ça aiderait en fait la mode au Québec, définitivement. Oui, ça peut être aussi des donatrices. On n'a pas forcément besoin du gouvernement. On a des dames élégantes et riches qui peuvent facilement investir sur une collection d'un designer chaque saison. On n'a pas besoin de fidélité, au moins que ça tourne. Ça peut être. Oui. Oui, c'est un peu pertinent. Et de comprendre aussi que c'est... Et même, on a des chanteuses et des grandes chanteuses, des grandes comédiennes. Elles auraient pu facilement financer une collection et sur un contrat de les habiller sur une saison. C'est facile, ça pourrait aider. Il y a plein de méthodes. C'est trop facile de dire le gouvernement, tandis qu'on habille les clientes. Où sont les clientes? Où sont les élégantes? Pourquoi aller à l'étranger pour acheter ce qu'on peut faire sur place? C'est-à-dire, la faute n'est pas au gouvernement, la faute est aux élégantes qui vont dépenser à l'extérieur. La notion d'achat local, en fait, qui commence à Voilà, c'est ça. C'est ce qui est très à la mode actuellement, mais je pense que c'est le moment ou jamais de les mettre devant leurs responsabilités. Moi, j'ai besoin de clientes fidèles, j'ai besoin des élégantes, j'ai besoin des donatrices, j'ai besoin des belles femmes riches, j'ai besoin de tout.
Mais je n'ai pas besoin que le gouvernement m'aide forcément parce que mon roulement d'activité, c'est pour ma clientèle. Je peux payer des taxes là-dessus. Le gouvernement peut aller aider d'autres. Moi, je n'ai pas besoin d'aide gouvernementale pour habiller des élégantes. Il n'y a pas de logique. Il n'y a Oui, pas de logique parce que je n'ai pas 10 000, 20 000 employés derrière moi. oui. On Voilà, pourrait en parler longtemps parce que Bombardier a été quand même grandement financé, alors pourquoi pas des créateurs québécois? Mais je ne vais pas commencer ce débat qui pourrait être très long. Il y a une autre très bonne question et qui vous concerne et qui est toujours fascinante pour moi également comme question, c'est d'Ariel Westermann. Sur combien d'années s'échelonne votre parcours de designer et surtout à quel moment diriez-vous a fini votre style? Parce que c'est le défi des créateurs. Moi, j'ai retrouvé des dessins. J'étais au Collège de la Salle en dessin de mode. J'ai retrouvé, voilà, j'ai fait mon dossier de mon portfolio d'examen d'école. Et 30 ans après, quand je suis retourné à Montréal, j'ai présenté une collection. Et là, il y a un journaliste de Toronto qui a écrit que j'étais assez proche de RT et de Sonia Delaunay. J'étais assez surpris parce que c'était vraiment les deux artistes sur lesquels j'ai préparé mon dossier scolaire. Mais pour moi, c'était sorti de ma tête. Mais il y a un journaliste qui a senti ça, dont mes robes en patchwork qui étaient du Sonia Delaunay et mes robes du soir qui étaient de RT, qui est devenu très à la mode sur les mètres. Là. On voit beaucoup RT dans les grands défilés actuellement. Je pense qu'on est né, et c'est la même chose quand on voit les dessins d'enfants de Jean-Paul Gaultier à 5-7 ans, il y avait déjà ces seins pointus. Et c'est Saint-Laurent pareil, ces dessins d'enfants, c'était ses robes trapèzes. Je pense qu'on a vraiment, voilà, on est né avec un volume. Je vais dire ça comme ça pour tout le monde. Mais ceux qui ont appris la mode à l'école pour faire de l'argent, c'est ceux qui vont suivre la mode pour faire des vêtements à 1,50 m, 80 cm, 60 cm. C'est d'abord le métrage qui importe pour ces gens-là. Ce n'est pas de la mode, c'est du vêtement. Mélissa, le processus pour toi a été long avant de trouver ta voix ou ton style? La question de combien ça fait de temps, mais je réalise, quand Elmer parlait, en fait, je réalise que nous sommes le 28 octobre et que exactement il y a 12 ans, le 28 octobre 2008, c'était mon premier défilé. Oh, donc, c'est exactement ça. Mais effectivement, moi, je suis d'accord avec Elmer qu'on est en étant un artiste. On n'apprend pas à être un artiste déjà. Et pour moi, si on vit, si on vibre avec le vêtement, on n'a pas besoin nécessairement de faire une école. Pour moi, on fait une école pour apprendre à réaliser nos idées et pas pour apprendre à avoir des idées. Donc ça, pour moi, c'est certain. Mais je pense que mon style, déjà, justement, plus jeune, quand j'étais à l'école, je savais déjà où je voulais aller. Je savais déjà que je voulais faire du haut de gamme, que je voulais faire un vêtement intemporel, un vêtement qui serait plus vêtement que justement rentrer dans une tendance ou dans une mode quelconque. Et par exemple, moi, j'ai toujours considéré que le prix, peut-être, bon, c'est à mon défaut, mais le prix, c'est quelque chose qu'on va décider à la fin. C'est pas quelque chose qu'on va décider au début. Donc, je fonctionne vraiment différemment. Je ne fonctionne pas d'une manière commerciale. Je fonctionne que d'abord, je vais choisir la meilleure matière, faire la meilleure coupe, la meilleure confection. Puis si ça prend 2 heures de plus, eh bien, ça sera 2 heures de plus sur la facture. C'est comme ça. Parce que je considère que la qualité n'a pas de prix et qu'il faut le faire au complet. Je ne veux pas arrondir les coins, en fait. Mais mon style, je pense... qui s'est vraiment aiguisé à travers les années. Je ne pense pas que mon premier défilé, il y a 12 ans, j'étais exactement là où je voulais être. Je pense que c'était aussi une expression de mes émotions et il fallait que je m'exprime dans mon art. Mais je pense qu'à travers les années, je dirais que ça s'est vraiment aiguisé de plus en plus. Et je pense qu'en fait, j'arrêterai jamais de m'aiguiser. Et je pense que ça va être le jour de ma mort, quand j'aurai fait mon dernier vêtement, que ça sera, on pourra dire que mon style est finalement c'est ça. Mais je pense que je vais continuer à évoluer, à continuer en fait, je pense que c'est ça aussi, c'est un petit peu la vie aussi, hein, c'est qu'on évolue, on laisse ce qui est moins bon derrière, on peaufine continuellement jusqu'à la fin. Donc, je pense que mon style, il se peaufine encore, mais qu'il est quand même marqué depuis longtemps.
C'est ce qui est merveilleux. Juste pour ajouter, quand on parle de style, chaque designer a un style, et tous les designers québécois, on parle des meilleurs, là, les mêmes, comme disent les gens, on parle, on peut dire Marie, Iso, Denis, on peut dire Dui, on peut dire plein d'autres, mais tous ces gens-là avaient déjà un style arrivé à l'école, étaient les meilleurs de leur promotion. C'est-à-dire, on ne devient pas designer parce on est passé par une école de mode, et heureusement. Oui. 2 questions avant de se laisser. Bon, malheureusement, le temps file et notre conversation devient de plus en plus captivante. Je sens que vous êtes bien réchauffé maintenant. Question d'Isabelle Trotsky. Elmer Joseph a parlé d'un programme au Collège La-Salle sur les tissus. Existe-t-il d'autres formations pour en connaître un peu mieux sur les tissus? Est-ce que vous en connaissez par hasard? Sinon, Elissa ou Elmer, est-ce que vous connaissez d'autres formations? Non, je pense qu'on peut aussi apprendre sur le tard. Il y a beaucoup de magasins de tissus sur la rue Saint-Hubert. On peut prendre beaucoup de vendeurs et beaucoup de propriétaires de magasins connaissent les tissus, peuvent aider, peuvent conseiller. Je pense d'ici 2 ou 3 ans, si on fait, et pour les gens qui ont une clientèle privée, c'est beaucoup plus facile. On peut apprendre directement des magasins de tissus, fidéliser. On peut à Montréal surtout. Ouais. Oui. Oui, non, j'allais dire un petit peu la même chose. On peut, je veux dire, on peut apprendre d'une manière autodidacte aussi. C'est sûr que moi, je fais du vêtement depuis très, très jeune, mais j'ai quand même, je suis quand même reconnaissante d'avoir pu faire une école qui m'a appris des techniques de finition haute couture, qui m'a appris à être, même si je cousais à la main, etc., mais quand même, justement, la connaissance des patrons, la connaissance du montage, du moulage, de comment tomber un tissu, comment choisir un tissu, comment... Je pense que l'école a quand même fait quand même une bonne partie, une bonne base, oui. Dernière question pour terminer, question philosophique en fait. Donc, j'ai l'impression que ça fait une belle fin ici, question de Yuri. Et c'est un musicien, d'après ce que j'en lis. À un certain moment de ma formation musicale, j'ai eu un grand moment d'inspiration qui a changé tout. C'était un moment transcendant. J'ai compris que la musique, c'était plus qu'une série de sons agréables, mais que c'était un véritable langage, un langage d'émotion. Cela m'a permis d'acquérir une certaine maîtrise qui s'explique difficilement en mots. Est-ce qu'il y a quelque chose de pareil dans votre domaine, une profondeur à votre métier qui n'est pas forcément apparente? C'est très bien dit. Définitivement. Définitivement. Pour ma part, je ne pense pas que j'ai eu un moment de réalisation, mais c'est plein de moments qui m'arrivent au long de l'année quand je crée et quand je visualise un modèle que je vais faire. Parce qu'on travaille sur plusieurs saisons. Oui, exactement. Et c'est vraiment, pour moi, c'est plus une émotion. Moi, je travaille beaucoup avec l'émotion, avec ce que je veux ressentir quand je porte le vêtement. Et c'est plus comme ça que je le vois et c'est pour ça que il y a beaucoup de mes morceaux qui portent des noms d'oiseaux parce que, il y a, par exemple, une veste qui s'appelle le E-Girl parce que quand je le porte, c'est une veste longue, lourde en laine, je me sens comme un oiseau qui va s'envoler et je trouve que ça me donne beaucoup de confiance. Je me sens bien quand je m'en vais quelque part avec ça. Je me sens comme, on dirait que ça m'aide à me sentir en confiance en moi, en fait. Même si je ne me sens pas bien cette journée-là, on dirait que tout d'un coup, porter ce morceau-là, ça me fait sentir cette émotion-là. Donc, je pense que c'est plus au fur et à mesure des créations que j'ai ce genre de moments de transcendant un petit peu, oui, effectivement, qui font que ça procure quelque chose de plus que n'importe quoi d'autre. Oui. Merci Elissa et merci Elmer de nous faire vivre des émotions. Merci de continuer à nous faire rêver, de procurer du bonheur, comme je le disais, parce que c'est un peu ça la mode et on en a grandement besoin. Donc, on continue à vous suivre et merci pour cette belle conversation. C'était une joie. Stéphane, merci Elisa, merci à tout le monde.